Grand Journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Marc Ecker. Bonjour Steve Nadjar. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes également le rédacteur en chef de politique étrangère et chercheur au Centre des études de sécurité du même IFRI. Et vous signez avec Samuel Guilles-Mellac sur une étude sur le site Le Grand Continent, une étude consacrée à la position du Conseil représentatif des institutions juives de France face aux accords d'Oslo, dont on va bientôt commémorer le 30e anniversaire. Une étude qui s'appuie sur des archives inédites du CRIF. Pourquoi avoir décidé d'aborder cette question à travers ce biais-là, cet angle-là du CRIF ? Moi, j'ai travaillé sur le CRIF depuis bien longtemps et Samuel Guilles-Mellac encore plus, puisqu'il avait fait sa thèse de doctorat soutenue en 2011 de mémoire sur ce sujet-là. Et vous, sur l'intifada à la française. Voilà, moi j'avais fait une thèse de doctorat en sciences politiques sur l'importation du conflit israélo-palestinien en France, effectivement publiée ensuite sous le titre Intifada française, point d'interrogation. D'ailleurs, pour vos auditeurs, le livre est épuisé et donc on a mis le fichier en ligne sur le site de l'IFRI. Il est téléchargeable gratuitement, donc n'hésitez pas à aller lire cela. Et donc il y avait évidemment dans mon livre une partie importante sur le CRIF, même si je m'intéressais à d'autres associations pro-israéliennes et également à des associations pro-palestiniennes. Et pour ce qui est de Samuel Guilles-Mellac, il avait tout simplement fait la première histoire du CRIF des origines, donc 1944 jusqu'à donc la fin des années 2010. Et il nous semblait important déjà à l'époque de essayer de commémorer à notre manière le 20e anniversaire d'Oslo, des accords d'Oslo. Parce que ça a été une date charnière dans l'histoire d'Israël, du Proche-Orient. Tout à fait. Mais il se trouve qu'on s'y était pris un peu tard à l'époque et on a loupé la date anniversaire. C'est resté dans les tiroirs pendant un certain temps. Et puis là, il nous a semblé important pour le 30e anniversaire de remettre tout ça sur l'ouvrage. Donc on a retravaillé, on a réactualisé évidemment les éléments les plus importants. Et puis donc c'est sorti sur le site du Grand Continent le 14 mai. Qui correspondait au calendrier romain au 75e anniversaire de l'État d'Israël. Alors ce site, cette étude est passionnante parce qu'on y apprend notamment que le CRIF, y compris son bureau directeur, a été à l'époque pris complètement par surprise. D'abord par l'existence même de négociations secrètes entre Israéliens et Palestiniens et par la signature de ces accords par la suite. Le président du CRIF, Jean Kahn, dira que la communauté est en état de choc. Oui, c'est vrai que c'était assez intéressant et j'allais même dire presque amusant de retomber sur ces archives. Donc on a vraiment les minutes du bureau exécutif, du comité directeur. Tout ça a été extrêmement bien fait à l'époque. Là, il faut vraiment noter cela, c'est-à-dire que tout était vraiment noté minute par minute quasiment. Enfin, on a des comptes rendus très très précis de ces réunions. Les archives à l'époque, moi je les avais consultées au mémorial de la Shoah puisque c'est là-bas qu'elles étaient conservées. Je ne sais pas si elles y sont encore. Et le fait est qu'on y découvre ce que Jonathan Arfi tout à l'heure appelait la démocratie interne du CRIF. Et c'est tout à fait cela, c'est-à-dire qu'on voit que tous les membres, sans exception, du bureau et du comité directeur sont pris de court, sont vraiment pris par surprise. À l'époque, ils étaient sur une ligne totalement opposée à ce qui allait devenir les accords d'Oslo. Quel était le rapport du CRIF à la fois à la question palestinienne dans son ensemble et au rapport à son représentant officiel, à savoir l'OLP de Yasser Arafat? Donc c'était un rapport d'opposition, c'est-à-dire que pour le CRIF d'avant les accords d'Oslo, l'OLP c'était considéré comme une organisation terroriste. Et tout à coup, il découvre par voie de presse, parce que ça s'est passé par voie de presse, que les autorités israéliennes étaient en train de négocier avec l'OLP de Yasser Arafat. Donc ça a été, j'allais dire, stupeur et revirement pour le CRIF. Stupeur parce qu'il ne s'y attendait vraiment pas. C'est-à-dire qu'on a là encore des éléments internes, des documents internes qui montrent que quelques jours même avant la célèbre poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, l'ordre du jour du comité exécutif ne consacrait quasiment pas d'espace et de temps à Israël. Je crois que c'était en 5e position de l'ordre du jour. Le 6 septembre, donc une semaine à peine avant le... Voilà, ils n'étaient juste pas au courant. Et puis, quand ils apprennent que ça a lieu, là, c'est vraiment d'abord la surprise. Et puis ensuite, ils se posent des questions assez fondamentales. Est-ce qu'ils doivent soutenir ou pas ? Parce qu'on voit des résistances s'exprimer, notamment dans ces réunions du bureau directeur. On voit notamment celle de Francis Khalifa, le futur président du CRIF, voilà, Daryeh Ben Semoun. Tout à fait. Il y a 3 membres, en fait, qui vraiment s'opposent et considèrent que c'est même une trahison du mandat des électeurs israéliens et qui essayent de remettre en cause cet événement, en tout cas, de montrer qu'il y a des résistances dans la diaspora. Et à l'époque,
le président du CRIF, Jean Kahn, a vraiment un rôle de leader et fait jouer quand même la démocratie interne, c'est-à-dire qu'il organise des discussions, des débats et des votes. Il demande aussi à l'ambassade d'Israël de venir briefer en quelque sorte les autorités du CRIF pour que tout le monde soit sur un bon niveau et un même niveau d'information. Et puis, au final, les décisions se prennent de manière démocratique. Et les opposants que vous avez cités, Francis Khalifar, Yeben Semoun, etc., sont mis en minorité. Et le CRIF décide de soutenir donc ce processus d'Oslo, main dans la main avec l'ambassade d'Israël en France à l'époque. Marc Eckert, parmi les causes expliquant l'évolution progressive du CRIF en faveur du soutien à ces accords, vous mettez en avant la volonté de ne pas s'opposer frontalement aux autorités françaises qui soutiennent ce processus de paix. Ce fut le facteur déterminant selon vous? Vous en citez 6 au total. C'est un des aspects, on en cite plusieurs, effectivement 6. Il faut voir le contexte général, évolution, on sort de la guerre froide, les Palestiniens sont vraiment en position de faiblesse à l'époque. Et les Israéliens, l'ambassadeur leur explique qu'il faut profiter de ce moment justement. Voilà, pour négocier plutôt en position de force. Il y a une évolution politique très claire en Israël même. Il y a une évolution du côté palestinien aussi, puisque rappelez-vous notamment du voyage de Yasser Arafat à Paris en 1989, où il déclare que la charte de l'ONU est caduque, exactement. Donc sur ce point précis qui était la volonté de libération totale de la Palestine historique, c'est sur ce point que la charte est devenue caduque. Donc il y a une opportunité effectivement pour avancer, mais c'est vrai que parmi les éléments aussi, il y avait la position diplomatique française. On sent que le CRIF cherche parfois à défendre Israël et ça crée des frictions avec les autorités françaises, mais c'est pas le moment où les autorités du CRIF sont le plus à l'aise. Et là, il y a eu une opportunité pour agir de conserve avec les autorités françaises dans le sens de la paix. Donc j'allais dire que toutes les étoiles étaient alignées. Alors malgré les relations avec plusieurs responsables israéliens, notamment avec le Premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin, le CRIF est parfois, ou se sent parfois un peu écarté ou oublié. Je pense notamment à cette visite de Shimon Peres en septembre à Paris, pendant laquelle il ne rencontre pas le président du CRIF, et même par la suite, lors de la signature d'un autre accord de paix avec la Jordanie, le CRIF n'est pas représenté pendant la cérémonie qui est organisée en Israël. La cérémonie, si je me souviens bien, est organisée aux États-Unis. Puis en octobre, il y a une cérémonie en Israël en octobre. Effectivement, et la diaspora américaine est invitée, mais pas le CRIF, qui en prend ombrage, qui le fait remarquer à l'ambassadeur d'Israël en France, mais qui au final dit bon, ce n'est pas très grave, on va quand même continuer à soutenir évidemment Israël. Mais on sent quand même que voilà, il y a une petite vexation au passage. Merci beaucoup Marc Eckert d'avoir été avec nous. Je conseille très vivement la lecture de cette étude absolument passionnante sur l'apport du CRIF aux accords d'Oslo. C'est publié sur le site, l'excellent site d'ailleurs, legrandcontinent.eu. Merci encore à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la recherche à l'IFRI. Très bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci.